Ok. Bonjour à tous. Alors, donc je base cette conférence sur un article que j'ai écrit il y a de cela quelques mois maintenant sur le rapport qu'entretient les institutions européennes, donc c'est-à-dire Conseil de l'Europe et Union européenne, avec la figure de Charlemagne que vous connaissez tous. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Eh bien, j'ai choisi ce sujet pour une raison assez prosaïque, c'est que j'en avais juste marre d'entendre parler systématiquement des poncifs sur la figure de Charlemagne, c'est-à-dire en gros, Charlemagne c'est le père de l'Europe, et ce faisant, eh bien, l'Union européenne a un précédent. Donc c'est pour une raison assez simple en fait et assez prosaïque. Alors, en fait, c'est finalement assez peu étonnant parce que la figure de Charlemagne est surreprésentée dans les constructions nationales et même avant d'ailleurs dans les différents groupes humains en Europe. En fait, Charlemagne est systématiquement mobilisé dans des procédés de légitimation, de représentation de l'ancêtre, de la terre, de l'ennemi, de l'opposant, etc. Charlemagne, c'est vraiment c'est la pizza de tous les peuples d'Europe. C'est-à-dire, tout le monde va systématiquement reprendre Charlemagne pour prouver tout et son contraire. Et ça commence en fait très tôt. Alors d'abord, il y a un sujet assez étonnant sur Charlemagne, c'est que Charlemagne n'est pas officiellement canonisé. Pourtant, dès le siècle de sa mort, c'est-à-dire le 9e, il a fait l'objet d'un culte, comme un saint, Saint Charles. Et comme à l'époque, la procédure de canonisation n'est absolument pas formalisée comme elle l'a été à partir des réformes grégoriennes, il y a plein de groupes en fait, de croyants, de fidèles qui vénèrent Charlemagne. Et d'ailleurs, ça a été long, puisque jusqu'au XXe siècle, en Allemagne, on n'hésitait pas, dans certaines régions, notamment dans le Nord, à vénérer Charlemagne comme un saint. Alors c'est très drôle parce que il a été canonisé une fois dans l'histoire par un antipape qui avait été nommé par Frédéric Barberousse, Pascal III, qui n'a jamais été reconnu évidemment par l'institution romaine. Mais en fait, Rome a fini par devant l'engouement en fait, vraiment pour la figure de Charlemagne, Rome a fini par reconnaître Charlemagne comme un saint de facto. Alors Benoît XIV au XVIIIe siècle parle de canonisation équipolente, ça veut dire par équivalence. Et je pense que c'est assez symptomatique, cette canonisation de facto est assez symptomatique de la figure de Charlemagne. C'est-à-dire que personne ne connaît vraiment qui est Charlemagne, personne ne sait vraiment ce qu'il a fait, mais tout le monde en parle et tout le monde le récupère partout. Alors on va faire un petit tour d'horizon comme ça. Alors ça commence très tôt, bien sûr, au Moyen-Âge, Charlemagne est surmobilisé. Donc on a Charlemagne le croisé, évidemment, alors qu'il n'a jamais été croisé de sa vie. C'est l'exemple du roi chrétien contre l'infidèle musulman, alors qu'il n'a jamais été une figure comme telle. Charlemagne, c'est évidemment le roi chevalier. Le mot chevalier n'existe pas à l'époque de Charlemagne, mais c'est le roi qui gouverne en respectant les droits et les libertés de ses sujets. Charlemagne, c'est le roi qui gouverne en grand conseil. Charlemagne, c'est aussi un des Avengers du Moyen-Âge. Parce que dans Les Vœux du Pan, écrit en 1312, il apparaît aux côtés des 9 preux. Alors les 9 preux, vous en avez 3 de l'Antiquité grecque, c'est-à-dire Alexandre, Hector et César. Vous en avez 3 issus de l'Ancien Testament, donc David, Judas, mais pas l'ennemi de Jésus, et je me souviens plus du troisième, et Joseph, et les 3 médiévaux, c'est-à-dire Godefroy de Bouillon, le roi Arthur, et Charlemagne, du coup, qui a damé le pion à Louis IX, au passage. Donc c'est vraiment c'est un super-héros du Moyen-Âge, et il est utilisé tout le temps. Et en plus, il va être dépioté durant tout le Moyen-Âge, parce que, à plusieurs reprises,
des rois vont faire exhumer son corps, au passage en défonçant tout le sol de la chapelle parce qu'ils ne savent plus où il est, donc il faut chercher. Alors ça commence avec Othon Ier qui va lui couper les ongles, qui va en tirer ses vêtements, son torque en or, et qui évidemment va le montrer comme un symbole de sa légitimité. Hein. Ça va se poursuivre, alors Frédéric Barberousse va lui faire arracher un bras, pour en faire une relique. Charles IV de Luxembourg va lui faire enlever la calotte crânienne pour le placer dans un reliquaire et va lui arracher les dents, d'ailleurs il va en offrir une à Charles V, le sage. Donc il y a un véritable commerce des reliques de Charlemagne qui se développe en Europe tranquille. Puis alors il y a vraiment des histoires qui se développent sur lui. Charlemagne aurait été à Jérusalem à de multiples reprises alors qu'il n'a jamais quitté l'Europe. Il n'a jamais même été sur un bateau sur la mer. Aussi on raconte que Charlemagne, alors il y a une histoire complètement folle par les abbés de Saint-Denis pour justifier leur position éminente au sein du royaume de France, qui voudrait que Charlemagne donc aurait... Alors attendez, Constantin le Grand affronte les musulmans. Je vous rappelle que Constantin c'est 4e siècle, les musulmans c'est à partir du 7e. Affronte les musulmans. Il reçoit en songe un ange, évidemment, qui lui dit qu'il faut qu'il invoque Charlemagne pour lui venir en aide. Donc, il appelle Charlemagne. Charlemagne lui apparaît sous la figure d'un vieil homme barbu, c'est-à-dire en fait c'est Gandalf, et il enflamme sa lance, et ça aurait donné naissance à l'oriflamme de Saint-Denis. Je vous rappelle que Charlemagne est né 400 ans après la mort de Constantin. Bon. Mais, alors, je me moque, mais en fait, ça fait partie de leur réalité, ce type de croyance. Il faut pas, on ne peut pas les comprendre. Ça fait vraiment partie de leur réalité. C'est comme quand les croisés redécouvrent soi-disant la Sainte-Lance à Antioche alors qu'ils sont assiégés par les troupes de Kitbora. Personne ne peut y croire puisque la Sainte-Lance est à Constantinople, ils l'ont vue. Mais pourtant, ils y croient tous. Et ça va leur donner une telle ferveur, assez aux pouilleux, qu'ils vont défoncer tout le monde. Et ça fait vraiment partie de leur monde. Et on peut s'en moquer parce que, évidemment, c'est drôle. Mais pour eux, cette légende est réelle. Elle produit des effets dans leur société. Alors après, à partir du XVe siècle, on utilise un peu moins Charlemagne, mais enfin, il est toujours là, bien sûr. Donc François Ier a son Charlemagne, et puis Charles Quint a le sien. Donc Charles Quint, bien sûr, pour lui, c'est un Allemand, et pour François Ier, c'est un Français, évidemment. Charlemagne devient aussi au XVe siècle le protecteur des arts et des sciences, puisque c'est lui qui aurait ramené en Europe de l'Ouest l'école athénienne, celle d'Aristote, qui aurait d'abord été déportée par Rome à Rome, justement, et ensuite qu'il aurait ramené avec la chapelle. C'est aussi Charlemagne le grammairien, qui aurait soi-disant rédigé une grammaire du latin, ce qui aurait été difficile pour lui, parce qu'il parlait, il comprenait le latin, mais il le parlait mal. Donc on voit qu'en fait Charlemagne est adapté, si vous voulez, à l'époque. Au XVIIIe siècle, alors, on commence à invoquer Charlemagne comme le père de la monarchie constitutionnelle. Montesquieu l'adore, parce que pour lui, les grandes assemblées annuelles, qui en fait préparent les campagnes, sont une forme de séparation entre le législatif et l'exécutif. Voltaire, de son côté, le déteste, et le voit comme un symbole de la monarchie violente, brutale. Il lui préfère beaucoup Henri IV, qui est le paillard par excellence. Et puis évidemment, à l'aube de la Révolution, on se met à invoquer à tout bout de champ Charlemagne. Alors Barrère, Antoine Barrère, qui pourtant déteste la monarchie, c'est un régicide, je vous rappelle, Barrère. Il sera régicide. Donc, en 1788, il demande au roi de réunir les États généraux comme en son temps son ancêtre Charlemagne. Ça aurait été difficile, ça n'existait pas. Janvier 89, donc c'est alors que c'est déjà la merde. Charles-Michel Villette écrit lui aussi au roi pour lui conseiller de prendre le titre d'empereur, parce que ce serait moderne, comme l'avait été en son temps Charlemagne. Charlemagne, donc le moderne, maintenant. Les montagnards. Alors que la montagne, vous hégémonie la monarchie, va pourtant faire de Charlemagne un patriote. Roland, c'est la figure, pour Rouget de Lille, c'est la figure du soldat patriote qui meurt pour sa patrie. Bon, ça n'aurait eu aucun sens pour Roland, mais c'est pas grave. Évidemment, on peut difficilement ne pas parler de Napoléon Bonaparte, qui se revendiquait comme étant le Charlemagne du XIXe siècle. C'est ce qu'il avait d'ailleurs dit aux évêques de France, il leur avait dit de prendre garde, parce que c'était pas Louis le Débonnaire, mais c'était Charlemagne. Une manière de les menacer, évidemment. Et ça, les évêques de France le savent très bien, puisqu'ils connaissent bien l'histoire, en tout cas l'histoire ecclésiastique de l'époque de Charlemagne.
Au XIXe siècle, la figure de Charlemagne va subir quelques défauts, quelques faiblesses. Parce que c'est le début de la construction de l'école historique française. Alors notamment, il y a les grands travaux de François Guizot sur Charlemagne qui vont rétablir un peu de réalité historique derrière toute espèce de vêtements, de légendes, de robes en fait, dont a été vêtu le cadavre de Charlemagne. Bon, alors évidemment, après on a eu la figure de Charlemagne le prince-président, c'est-à-dire Bonaparte, le troisième. Et sous la Troisième République, la légende politique de Charlemagne s'effondre. Parce que c'est difficile pour la Troisième République de se revendiquer d'un roi, puis empereur, qui est presque l'incarnation ancienne de toute la détestation de la Troisième République. Par contre, Charlemagne devient le maître d'école. Alors là, on reprend les anecdotes, sans doute très probablement fausses, de Notker, dont on ne reparlera pas parce qu'il écrit des conneries, qui est un chroniqueur de l'époque, sur le fait que Charlemagne rabrouait les enfants des classes aisées, donc de la noblesse, parce qu'ils ne travaillaient pas, qu'ils étaient feignants, alors que par contre, il avait félicité les enfants des classes populaires pour leur mérite et leur travail. Vous voyez, donc Charlemagne, c'est Jules Ferry, en fait. Par contre, la figure politique de Charlemagne, qui disparaît pendant environ 50 ans, va réapparaître sous la plume de Victor Hugo, évidemment, qui voit en lui les prémices de l'unification européenne, et c'est une idée qui sera destinée à un grand futur, on va le voir, puisqu'il écrit que Charlemagne, c'était la réunion de la France et l'Allemagne, et qu'il faudrait la reproduire en suivant son modèle, car l'union de la France et l'Allemagne, c'est la prospérité de l'Europe et la paix du monde. Alors quand on sait que Charlemagne partait en campagne tous les ans, c'est quand même un peu fort de café. Au XXe siècle, là pour le coup, Charlemagne redevient une figure politique de premier plan, parce qu'il va accompagner la grande idée du XXe siècle, qui est l'idée d'unité européenne. D'abord, dans les années 20, dans les mains de l'extrême droite, le mouvement pan-européen, puisque c'est le premier, c'est les histoires de Doppelreich, etc., enfin, qui sont abondamment utilisées par l'extrême droite. Bien sûr, ensuite, ça devient la coqueluche des nazis, c'était sûr, puisque on a même, enfin, il y a des trucs de fou, il y a de la vaisselle gravée en latin où il est écrit l'Europe divisée en 843, le patrimoine de Charlemagne défendu par Adolf Hitler, défenseur de l'Europe. Des trucs comme ça, tout écrit en latin sur une vaisselle d'argent et tout. Mais c'est surtout la coqueluche de la collaboration, Charlemagne. Alors ça c'est toujours très croustillant. C'est la coqueluche de la collaboration, parce que en fait, c'est la figure de l'union franco-allemande pour la défense de l'Europe. Ça, c'est pour la collaboration. Pour les Allemands, c'est la figure de la soumission de la France à l'Allemagne, bien sûr. Et d'ailleurs, pour eux, c'est un Allemand, évidemment. Alors, en 1941, en fait, les 1200 ans de sa naissance. C'est pratique. Donc là, il y a évidemment des commémorations à Vichy, et puis en Allemagne aussi, pour la naissance de Charlemagne, c'est l'union de l'Europe, etc. On communie ensemble, et puis on parle de race aussi, au passage. Puisque évidemment, Charlemagne, c'est l'incarnation de la race aryenne, blonde, aux yeux bleus, grand, fort, évidemment, de sang pur. Et d'ailleurs, on disait que Charlemagne était fier de sa race. Absolument aucun sens pour lui, évidemment. Marcel Déat a même écrit que Charlemagne, premier empereur des Européens, et ensuite déroulé en disant qu'Adolf Hitler était son successeur. J'ai pas trouvé quand même de mecs qui ont eu l'outrecuidance d'écrire qu'Adolf Hitler était descendant par la troisième tante de son père, par la cousine de Charlemagne. Mais bon, pourquoi pas, Et bien sûr, on ne peut pas parler de la collaboration sans parler de la 33e division de la SS, la division Charlemagne, qui a bien sûr été nommée comme ça pour attirer le chaland français. Division Charlemagne, dont je vous rappelle que M. Bousquet était membre. Alors il y a néanmoins des Français qui ont gueulé. Là, ça me fait plaisir de le dire. En effet, les membres de la collaboration bretonne n'ont pas voulu rejoindre la division Charlemagne. Non, parce qu'il leur a foutu sur la gueule, donc ils veulent pas. Donc ils vont former la Bretonische Waffenverband, dirigée par l'Obersturmführer Célestin Lenné, dit Le Cause.
qui, je cite, a tenu à ce que l'on dise « Nous sommes de cette minorité qui a pris les armes contre la France, il nous plaît qu'on le dise ». Eh bien, je le dis, voilà, la collaboration bretonne était encore plus ridicule que le reste, c'est dire. Alors bon, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, Charlemagne doit changer de métier. On aurait pu croire que comme Wagner, Nietzsche, dans une moindre mesure, et surtout Frédéric le Grand, qui le pauvre a beaucoup souffert de ça, serait tombé dans l'oubli parce que Charlemagne était collaborationniste, vous comprenez, et nazi. Mais pas du tout. Et c'est ça qui est fou chez Charlemagne. C'est sa capacité à se réinventer. C'est un peu le capitalisme carolingien. Il se réinvente tout le temps. Et après la Seconde Guerre mondiale, il va être repris par, bien sûr, les défenseurs, qui ne sont plus nazis évidemment, plutôt, on va dire, défenseurs parlementaristes, de la construction européenne et de l'unité européenne de manière générale. Et c'est de cela dont on va surtout parler. Alors, cette image d'Épinal est surtout devenue un poncif. C'est-à-dire qu'on trouve régulièrement, tous les ans, des articles dans même des grands médias nationaux. Je vais vous donner un exemple. Des articles sans aucune once de recherche, mais enfin bon, on ne s'attendait pas à autre chose, surtout de la part de Libération, selon laquelle, bon, bien sûr, Charlemagne est le père de l'Europe. Alors, je vais vous donner un exemple. Laurent Mouchard, plus connu sous le nom de Laurent Geoffrin, vous savez, le maître des écuries de François Hollande, avait, le 29 avril 2019, fait un article dans Libération, évidemment, titré « Charlemagne, grand-père de l'Europe ». Et alors, je vais vous citer cet article parce que c'est vraiment la grandiloquence dans l'anachronisme. Alors, il écrit « Charlemagne, ancêtre quelque peu mythique de l'Union », oui, c'est le cas de le dire, montre surtout que l'Europe n'a pas toujours laissé cette mosaïque de nations occupées à se faire la guerre. Voilà la vision qu'a Laurent Geoffrin de l'histoire européenne, des nations occupées à se faire la guerre. Son unité existait avant l'Union, dit-il, qu'on présente toujours comme une construction artificielle, alors que là, une longue ascendance. Non, en fait. Juste le règne de Charlemagne. Ce n'est pas seulement lié à la volonté conquérante du premier des Carolingiens. Au Moyen-Âge, qui commence conventionnellement à cette époque, non, l'Europe formait un ensemble socialement et culturellement homogène. Il faut avoir du souple, il faut écrire la dernière phrase. Un ensemble socialement et culturellement homogène. Il n'a pas ouvert un livre sur la question. Parce que pour écrire une telle connerie, il faut avoir une cage thoracique. Alors c'est pas le seul. Parce que la municipalité d'Aix-la-Chapelle, qui, bon, on va le dire, a beaucoup à gagner dans l'histoire, parce qu'évidemment ça développe son tourisme, a créé un site internet entièrement dédié à Charlemagne. Mais vous connaissez beaucoup de sites internet entièrement dédiés à un homme qui est mort il y a 1200 ans ? Même Alexandre le Grand n'a pas de site internet à lui. En tout cas, pas pour une institution publique. Alors, il y a une rubrique, je vous invite à aller voir, Charlemagne l'Européen, évidemment, c'est en français, en anglais, en allemand. Mais on trouve aussi, du côté des cathos, et c'est pas pour rien, le journal La Croix, qui, encore une fois en 2019, écrit « Charlemagne ancre l'Allemagne à l'identité européenne ». Ah bon, parce que l'Allemagne ne l'est pas sans lui ? Parce que s'il y en a une identité européenne, ça m'étonnerait que l'Allemagne n'y soit pas. Enfin bon, bref. Le Conseil de l'Europe, c'est pareil. Ils ont inauguré la Via Charlemagne à Aix-la-Chapelle, qui est une route, en fait, où vous remontez une exposition qui vous explique, selon donc, le site de la Via Charlemagne, les origines culturelles communes de l'Europe. Alors que, bon, l'Irlande est membre de la Via, de la Via Charlemagne. Bon, l'Irlande n'a jamais été conquise par Charlemagne, qui n'en avait absolument rien à faire de l'Irlande, d'ailleurs. Sauf pour ses intellectuels chrétiens, bien sûr. Et en fait, ce qui est frappant, c'est que tout ça descend, mais comme une lettre à la poste. Personne ne se pose de questions. Alors que Charlemagne, on l'a vu rapidement, a été progressivement digéré, intégré dans la construction des différentes formes politiques en Europe. Et ça a été une construction assez subtile, parfois tombant vraiment dans le ridicule. Mais là, on se tape, bon, voilà, des phrases péremptoires et on doit s'en contenter. Eh bien moi je refuse de m'en contenter. Bien sûr, je ne peux pas faire l'impasse sur le prix Charlemagne. De son doux nom original, le Karl Preis, qui a une histoire intéressante. En fait, il a été créé par un club de lecture aixois, alors pas Aix-en-Provence, Aix-la-Chapelle, qui s'appelle le Corona.
Legentium Aquensis, qui est créé en 1946, il y a quand même le sens du timing, par un certain Kurt Pfeiffer, qui est donc catholique de son état, rhénan évidemment, qui décide de créer en fait, en 1949, en décembre 49, donc on est après la création de la RFA et de la RDA, en décembre 49, un prix destiné à récompenser les personnalités qui contribuent à favoriser l'unité européenne. Alors, le site internet, qui est très bien fait d'ailleurs au passage, c'est une mine d'informations très intéressante, précise que le Corona Legentium Aquensis est volontiers anticommuniste, ça n'étonnera personne en 49, et surtout catholique. Et ça a une importance, je vous l'assure. Bon, le prix est destiné avant tout à servir d'instrument de communication. Il s'agit d'ancrer dans l'esprit des Européens que leur unité est plus ancienne que leur division. Et d'ailleurs, le site est a une charte graphique qui le balance, mais c'est baroque. On a donc une petite cocarde avec le fond blanc, le fond bleu de l'Union européenne, avec les étoiles d'or, bien sûr, qui entoure le visage de Charlemagne, une représentation de Charlemagne, parce que c'est pas lui en fait, en blanc, comme si, et c'est pas pour rien que je le dis, Charlemagne, Saint Charles, donc, était le patron de la construction européenne. C'est le saint patron de la construction européenne, en tout cas des tentatives d'unité européenne, pas forcément de l'Union européenne en tant que telle. Et l'idée, justement, c'est non seulement d'ancrer l'idée que l'Europe existe avant les nations, mais surtout que ce passé est idyllique. Si vous voulez, c'est un âge d'or saturnien avant les simples mortels marchaient avec les géants et c'était magnifique. Avant la division nationale. Avant l'esprit borné national, comme dit le Corona Legentium Aquensis. Et donc, ce prix a été offert à de très nombreuses personnes, notamment tous les pères fondateurs de l'Union européenne, qui désignent l'année 843 comme l'annus horribilis, le début du règne du diable presque. Et donc je vais vous lire d'ailleurs le discours de Paul-Henri Spaak lorsqu'il reçoit le prix en 1957. Enfin, je ne vais pas vous le lire en entier, parce que à chaque fois, c'est l'usage, à chaque fois la personne qui reçoit le prix prononce un discours. Et donc Paul-Henri Spaak dit, devant l'audience, « J'ai voulu rafraîchir ma connaissance historique et j'ai lu dans un ouvrage sur le traité de Verdun qu'il a séparé définitivement l'Allemagne et la France. » Bon, c'est un peu convenu, mais quand même. « Eh bien, mesdames et messieurs, c'est ce qu'il y a de plus enthousiasmant dans notre charge de construire l'Europe. Nous devons corriger l'histoire, ce que nous faisons depuis des années. Cela est, et je le crois sérieusement, une œuvre qui consiste à éliminer et à annuler les erreurs produites par ce traité. » En fait, dans le discours de Paul-Henri Spaak, il transparaît une forme de juste naturalisme historique. Vous voyez, il parle de charge, il parle de tâche, de correction de l'histoire. Pour lui, en tout cas, ce qui transparaît dans le discours, eh bien, l'Europe, c'est la nature des choses. Il faut la refaire. La division de l'Europe, c'est une anomalie. C'est presque une maladie qu'il faut soigner. Et ce type de discours est totalement... Alors, il est totalement politique, il n'a pas de but historique, c'est normal, mais il est totalement déconnecté des travaux qui sont accomplis depuis, justement, l'œuvre de François Guizot, c'est-à-dire pendant quand même plus d'un siècle et demi, qui vise à restaurer Charlemagne dans la justesse de son règne, c'est-à-dire un travail d'histoire. Mais pour les pères fondateurs de l'Union européenne, ça n'a pas d'importance. Ah non, non. Pour eux, Charlemagne... c'est leur matériau de base. Eux-mêmes ont été faits, ils ont été transmutés. Charlemagne a été transmuté dans les pères fondateurs. Si vous voulez, il y a une forme de transustantation. Manger ce pain, c'est ma chair. Signer ce traité, c'est mon empire. Voilà, c'est un peu ça. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que, alors c'est un peu normal dans l'Europe des Six, mais Jean Monnet, catholique, radical de gauche catholique. Robert Schuman, catholique. Paul-Henri Spaak, belge, catholique. Alcide de Gasperi, italien. J'ai pas besoin de vous dire pourquoi, il est catholique. Johann Willem Beyen, plus intéressant, néerlandais, fervent catholique.
Et Sico Mansholt, alors socialiste, peut-être catholique, j'en sais rien, peut-être qu'il était athée, j'ai pas trouvé sa religion. Enfin, en tout cas, il y a une prééminence d'un esprit, pas d'une foi, mais d'un esprit catholique derrière. Et ça a une importance, pourquoi ? Parce que, véritablement, il y a une confusion, en fait, des genres entre l'unité de l'Europe et l'unité de la chrétienté, et notamment de la chrétienté latine, et ici catholique, au XXe siècle. Parce que c'est ce que va faire Charlemagne. Charlemagne, avant tout, son objectif, on va le voir un peu plus en détail, c'est l'unité de la chrétienté, et pas de l'Europe. Hein ? Et l'idée, c'est que l'Europe, c'est la communion des croyants. La chrétienté n'est plus simplement une union de foi, ça devient une union politique. Bon. Alors, on va commencer. Donc j'ai fait un espèce de travail de toilettage, en fait, si vous voulez, où on va essayer de décortiquer dans ce discours ce qui peut être à peu près réaliste, et surtout on va étudier ce qu'ont voulu faire les hommes du 8e siècle. Pourquoi est-ce que le règne de Charlemagne se passe comme il s'est passé, et pourquoi, justement, ça n'est pas l'unité de l'Europe qui se construit, mais bien plus un retour à la romanité et une unification de la chrétienté. L'ennemi était chez moi, on m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas pu. Et j'ai repris mon arme.